Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Décryptorium, espace d'exploration des maladies mentales et neurologiques, du cerveau et de la conscience. Je suis Geneviève Guisler, avocate, après avoir exercé durant plus de 17 ans au cœur des soins de santé mentale. C'est avec beaucoup de bonheur que je partage avec vous ce premier dialogue dédié à une approche globale de la maladie mentale. Il permettra, je l'espère, de démystifier et déstigmatiser ce sujet trop souvent tabou et posera les balises nécessaires à une meilleure compréhension de certaines maladies plus spécifiques dont nous parlerons dans de prochains épisodes. Mon invité est psychiatre et consacre depuis plus de 27 ans sa pratique hospitalière aux personnes atteintes de troubles psychotiques. Je vous laisse découvrir sans plus tarder ce que le docteur Geert-Jos Stegen a à transmettre avec beaucoup d'humanité. Docteur Stegen, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de pousser la porte du Décryptorium. Vous êtes ma toute première invitée dans ce podcast. C'est vraiment avec grand plaisir que je te reçois. On va se tutoyer, ce sera plus facile, pour parler de la santé mentale et de la maladie mentale. Alors, tu es médecin psychiatre, chef de clinique au centre hospitalier universitaire Bruckmann à Bruxelles. Et depuis 20 ans, tu te consacres à la prise en charge de patients atteints de troubles psychotiques, c'est bien ça ? C'est un bon résumé, tout à fait. Alors, voilà, première question, qu'est-ce que c'est que la maladie mentale ? Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre maladie mentale et santé mentale, parce que la santé mentale concerne tout le monde, la maladie mentale concerne certaines personnes soignées par des psychiatres. Pour rappel, un psychiatre est toujours un médecin. On n'est pas des psychologues, il y a une différence entre les deux. Un psychiatre reste tout d'abord un médecin, ça veut dire qu'on s'occupe des maladies graves en général, qui nécessitent souvent un traitement et qui ont quand même une base organique encore. Nos maladies sévères, la schizophrénie, la dépression, la bipolarité. C'est vrai que le cerveau est dans un casque bien fermé, donc pour l'examiner c'est beaucoup plus difficile, mais dans des études on peut quand même voir qu'il y a des causes organiques, des déséquilibres, même s'il y a différentes hypothèses toujours en cours, notamment pour la psychose, il y a plein d'hypothèses encore en cours, mais pour chacun on trouve des causes organiques dans les scanners fonctionnels. Donc c'est ça, la maladie mentale reste une maladie qui a une base somatique pour moi, mais seulement dans un organe un peu enfermé. Donc quand tu dis une base somatique, c'est une cause physique, organique. Oui, en quelque sorte. Je pense qu'il faut démystifier un peu cette idée que ça soit tous psychologique et qu'on n'a qu'à être plus forte. Non, parfois on a vraiment besoin des médicaments pour rectifier, pour corriger un déséquilibre pas différent d'un pancréas qui ne fonctionne plus, qui nécessite de l'insuline. Absolument. Et alors, il y a une étrangeté sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir avec toi dans un autre épisode, qu'on consacrera peut-être, si ça te convient, à la question des soins sous contrainte. Mais donc, la loi qui porte sur les soins sous contrainte parle maintenant d'un trouble mental. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un trouble mental ? En quoi est-ce que c'est différent d'une maladie mentale ? Mais elle n'est pas vraiment différente parce que trouble et maladie, c'est un peu le même terme, c'est juste que le mot trouble semble englober beaucoup plus que la maladie mentale. Au sentiment, ça semble moins maladie et plus trouble, comme on peut avoir un trouble de comportement, tout et chacun. Si on a trop bu, c'est un très bel exemple, si on a trop bu, voilà, on marche pas droite, on parle à n'importe qui, on embrasse des gens qu'on connaît pas, c'est des troubles de comportement aussi quelque part, tout à fait innocents, mais quand même, elles sont là. Donc trouble semble beaucoup moins sérieux. L'idée, c'était un petit peu de déstigmatiser en disant trouble mental, mais là, à nouveau, on n'est pas assez concret
dans la loi. Oui, écoute, je ne peux pas m'empêcher de te poser déjà la question à ce stade-ci, mais effectivement, tu le dis déjà du MIMO, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des interprétations très très larges et du coup de faire rentrer dans cette loi des maladies, mais aussi des troubles légers, voire un peu tout et n'importe quoi qui peut devenir dérangeant. Tout à fait, tout à fait. Déjà dans l'ancienne loi, c'était flou, parce que maladie mentale n'était pas spécifiée. Et maintenant, avec trouble mental, c'est seulement devenu encore plus flou. On a mis quelques critères. On reviendra là-dessus, je pense, si vous voulez, si tu veux, dans un autre épisode. Mais on a mis quelques critères pour dire à quelles conditions le trouble mental doit répondre dans une tentative de limiter, mais en même temps tout reste ouvert à l'interprétation, comme le critère de dangerosité l'a toujours été aussi. Qu'est-ce qui est dangereux? Si on va vraiment regarder la loi, dangereux c'est quelqu'un qui se balade avec un couteau en menaçant les gens. Et finalement, il y a des gens qui ont été hospitalisés sous contrainte, où la dangerosité était qu'ils brûlaient tous leurs papiers d'identité. Oui, c'est ça. Donc ça a toujours été ouvert à l'interprétation, et je pense que tant qu'on n'a pas une loi qui définit extrêmement bien, avec des critères extrêmement bien, il y aura toujours des abus. Eh bien écoute, je me réjouis de programmer déjà cet épisode avec toi sur cette question délicate, parce qu'effectivement je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre. Et donc, on sait que les psychiatres utilisent un outil qui est le DSM pour tenter de dégager un diagnostic chez un patient. Est-ce que le droit sera lui aussi amené à avoir une liste de critères très stricts pour pouvoir confirmer ou infirmer qu'il s'agit bien d'un trouble mental? Enfin voilà, sujet brûlant sur lequel on aura l'occasion de revenir probablement très prochainement. Mais il y a aussi une question qui est délicate et qui crée beaucoup de confusion, c'est la question du trouble de comportement. Alors, en quoi est-ce que c'est différent d'une maladie mentale ou d'un trouble mental, ce trouble du comportement, sur lequel d'ailleurs on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus? Non, en effet, de nouveau, le mot trouble est un peu flou. Parce que trouble de comportement, comme je disais, on peut voir le trouble de comportement dans le sens large, on peut avoir un trouble de comportement, comme je disais, quand on a trop bu, et on a des comportements un peu inadaptés. Un trouble de comportement, si on prend le sens de maladie, vraiment, alors là, il s'agit des comportements qui sont inappropriés, qui ne correspondent pas aux valeurs de la société. Là vient déjà un deuxième problème, parce que quelle société? Notre société n'est pas la même qu'en Afrique noire ou en Asie. Donc chaque société a ses propres règles aussi, mais il s'agit, quand on parle de troubles comportement comme pathologie, il s'agit des comportements inappropriés qui ne correspondent pas à la valeur de la société et qui sont de manière permanente présentes. En réfléchissant un petit peu, c'est peut-être un vieux film, Orange Mécanique, mais je pense que le personnage Alex, ça c'est vraiment quelqu'un avec un trouble de comportement pathologique qui tout au long de son parcours menace des gens, tue des gens, maltraite des gens, n'importe quel traitement qu'on lui fait, il retombe dedans. Ça c'est vraiment un trouble de comportement dans le sens pathologique. Un trouble de comportement, si moi je vais sur la grande place de Bruxelles et je me mets à danser toute seule avec ma musique à fond, c'est un trouble de comportement parce qu'il ne correspond pas aux normes de la société, il est inapproprié à ce moment-là. Mais si je fais ça en groupe, dans un flash mob, tout d'un coup ça devient quelque chose de tout à fait normal, très à la mode même. Mais c'est quelque chose pour un moment. Donc, trouble comportement, il faut éviter de voir cela comme un moment précis, dans le sens de la pathologie. Oui. Il s'agit vraiment de quelque chose de durable, permanent, constant. Oui, c'est un mode de fonctionnement finalement. Qui est tout à fait inadapté. Et on peut citer des exemples, par exemple? Mais je pense que le trouble personnalité antisociale, c'est le meilleur des exemples des personnes qui ont tout le temps des conflits avec leur entourage, avec la société, avec la loi, le système de la loi, parce qu'ils ne ressentent pas d'empathie, ils n'arrivent pas à se adapter aux normes et aux valeurs de la société, aux lois de la société non plus.
donc de manière permanente. C'est pas juste un jour. C'est ça. On est tous une fois un tout petit peu antisocial. Le jour où j'ai dit à mes profs sans doute une fois, ah non, j'ai fait ce travail, il est juste encore chez moi, je l'ai oublié pendant qu'il n'était pas fait. Ou non, j'ai envoyé ce courrier pendant qu'il est encore dans ma voiture. Des petits mensonges. Voilà, c'est pas vraiment. Mais c'est pas antisocial. Oui. C'est pas inscrit dans un mode de fonctionnement durable et permanent. C'est ça la grande différence. Ok. Alors, la maladie mentale, elle se manifeste de plusieurs manières, mais quelle forme peut-elle prendre? Quand est-ce qu'on parle de maladie mentale? Comment ça se manifeste? Quels sont les signes? Comment est-ce qu'on la reconnaît? Mais je pense qu'il faut bien faire la distinction entre un état de santé mentale et un état de maladie mentale. La maladie mentale, c'est quand une personne a certaines expériences, certains symptômes, certains vécus. Est-ce que c'est la tristesse profonde? Est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est des délires? Est-ce que c'est des troubles obsessifs compulsifs? Donc quelque chose de symptomatologique qui est durable dans le temps, parce que le DSM, dont on a parlé brièvement là, le DSM dit clairement que pour les critères, en général, il y a une durée prévue, une durée minimum avant de pouvoir parler de pathologie. Donc il ne s'agit pas d'un jour, comme je disais, il s'agit de quelque chose dans le temps. Alors pour une maladie mentale, on a une forme de symptômes, comme j'en viens d'en citer, ça a une influence sur le fonctionnement, on n'arrive plus à fonctionner comme c'est attendu de nous, dans la société, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, et on ne s'en sort pas sans être professionnel ou sans médicaments. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de maladie mentale. Ce qui est une grande différence avec la santé mentale, où on peut tous être très déprimés un jour. Notre petit ami vient nous larguer, on n'a pas réussi notre année à l'UNIF. Voilà, on peut être très triste, on peut même pendant une semaine s'enfoncer dans son lit, mais le DSM met clairement des critères pour une dépression. Et une des critères là-dedans, c'est une certaine durée de cette symptomatologie. D'accord. Et à côté de cette durée, c'est aussi le fait d'être empêché de fonctionner normalement dans cette tâche quotidienne. Oui, mais de manière durable. De manière durable. Parce que, voilà, après une rupture sentimentale, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans l'idée de s'enfoncer dans son lit pendant une semaine et de ne plus vouloir s'habiller et de boire peut-être un peu trop de vin ce jour-là et de manger très mal. Mais voilà, c'est pas des mois. C'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, par exemple, après un deuil ou la perte de quelqu'un de proche, c'est normal d'être triste. Et c'est normal que ça dure quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, c'est vrai que si au bout de 2 ans, on est toujours dans cet état, qu'on n'a pas su reprendre le travail, qu'on ne sait pas fonctionner, qu'on ne sait plus se faire à manger, etc., là, on bascule plutôt dans la pathologie. Tout à fait. Alors, tu as évoqué à plusieurs reprises le DSM. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que c'est un peu la nébuleuse, cette espèce de bible de la psychiatrie dont on entend souvent parler, mais on ne sait pas très bien ce que ça représente. Et puis, ça a été aussi évolutif, le DSM. Il y a des pathologies qui s'y trouvaient, qui ne s'y trouvent plus aujourd'hui, parce que la société évolue. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? En fait, le DSM, oui, un Bible, il est vu un peu comme notre Bible. Moi, je le vois plutôt comme un livre de recettes, dans laquelle on va mettre, par exemple, pour une dépression, on a une dizaine de critères, et alors on doit avoir au moins 3 ou 4 critères pendant au moins X temps. Donc c'est tout très bien spécifié dans le DSM, qui va alors nous dire, voilà, quand est-ce qu'une personne est vraiment en dépression majeure, cliniquement. Maintenant, c'est très... Ça a ses limites aussi, parce que ça veut dire que si on remplit 3 critères au lieu de 4, soi-disant, on n'est pas en dépression. Donc, moi, je le vois plutôt comme un livre de recettes ou une sauce bolognaise classique. Ah, ça comme ingrédient, mais ça ne veut pas dire que si ma mère fait une sauce bolognaise, elle ajoute des petits pois, que ce n'est pas une sauce bolognaise. Okay. Donc, il y a une question d'appréciation, toujours, et de perception clinique du psychiatre qui examine le patient. Oui, tout à fait. Et alors, la question qui vient tout de suite après ça, c'est est-ce qu'on peut facilement poser ce diagnostic chez quelqu'un? Parce que pour évaluer qu'il y ait une durée,
il faut aussi pouvoir observer son patient sur un certain laps de temps, ou en tout cas pouvoir l'interroger pour vérifier avec lui si ses symptômes sont présents depuis un certain laps de temps. Est-ce que ça peut se faire comme ça de manière instantanée, ou bien est-ce que ça nécessite parfois d'hospitaliser quelqu'un pour pouvoir se donner ce temps d'observation? Tout à fait, parce que si le critère c'est il faut 3 semaines ou 3 mois de symptômes, il faut déjà se rendre compte que si une personne vient à ma consulte et je le vois pour la première fois, je ne pourrais que poser un diagnostic en hypothèse. Dire sur base des questions, tu veux dire que tu lui poses de tes impressions à ce moment-là. Voilà, sur base de l'examen mental, sur base de ce qu'on me raconte, sur base de ce qu'on me raconte aussi sur le passé. Quelqu'un qui vient me dire que ça fait 6 mois que je ne sors pas de mon lit, voilà, j'ai déjà un peu de recul, mais je n'ai pas l'observation moi. Donc, il faut prendre le temps pour poser un diagnostic. Ce diagnostic peut prendre des semaines, voire des mois, et parfois dans certaines situations même des années. Parce qu'on a une hypothèse, on ne peut que diagnostiquer ce qu'on a répertorié, ce qu'on a remarqué, mais parfois il y a des maladies qui font des phases, et alors il faut voir le temps, il faut voir dans le temps, on ne peut pas se limiter aux premières hypothèses. Donc le DSM, il a le grand problème qu'il est très catégorique, mais il n'y a pas de subdiagnostic par exemple, où on sait très bien que la dépression déjà c'est un continuum. À quel moment est-ce qu'on passe d'être simplement déprimé, réactionnel sur des bonnes bases, à une vraie dépression? À quel moment est-ce qu'on accepte qu'un deuil qui est encore normal ou qu'on passe dans un deuil pathologique? Il n'y a pas c'est pas du on-off, il n'y a pas un jour où on dit là on a passé le cap et ça devient un deuil pathologique. Mais ça a quelque chose de rassurant de t'entendre dire ça, parce que il y a quand même, à mon sens, un risque à avoir très vite un diagnostic posé, parce que certains patients alors s'identifient à ce diagnostic et existent à travers ce diagnostic de je suis dépressif, donc je ne suis plus monsieur un tel ou madame un tel, mais je suis dépressif, ou je suis psychotique, ou je suis schizophrène, et donc il y a quand même cette idée que voilà, c'est quelque chose d'évolutif qui peut être réévalué et qu'on n'est pas figé dans quelque chose d'instantané comme ça. Non, voilà, même si on reste probablement dans le diagnostic d'une maladie psychiatrique sévère, mais elle va évoluer. Je ne peux que penser à une patiente que j'ai suivie pendant 20 ans, qui a fait 3 épisodes dépressifs majeurs avec caractéristiques psychotiques, donc une dépression très sévère. Je l'ai soignée 3 fois pour une dépression psychotique. Et après 20 ans, cette dame me fait une phase maniaque, mais maniaque de maniaque. Et donc, après 20 ans, je dois tout d'un coup conclure que ma patiente est en fait atteinte d'un trouble bipolaire et absolument pas des troubles dépressifs psychotiques récurrents. Donc, on ne peut pas se figer dans un diagnostic et dire c'est pour toujours. Oui. 2, je pense qu'il y a un grand travail de psychiatres, des soignants, de la société, de déstigmatiser ce diagnostic. C'est pas une personne schizophrène, c'est pas une personne bipolaire, c'est une personne atteinte d'un trouble psychotique ou schizophrénique, c'est une personne atteinte de troubles bipolaires. Ils sont pleins d'autres choses, ils sont fils ou filles, ils sont peut-être mère ou père, sœur ou frère, ils sont travailleurs en quelque chose, ils sont voisins de quelqu'un, ils sont amis de quelqu'un, ils ont des yeux bruns et des cheveux blonds, ils sont pleins d'autres choses. Donc on ne peut pas se limiter, et je vois régulièrement des personnes qui s'identifient totalement à leur diagnostic et qui semblent exister que en cela. Oui. Et ça, il faut absolument casser, parce qu'il y a encore plein d'autres choses dans la vie que cette pathologie. Même pour une personne extrêmement malade, elle a encore des talents, elle a encore des dons, des qualités qu'il faut aussi mettre en évidence. Même parfois des qualités et des dons hors normes. Il y a des patients qui ont des dons artistiques extraordinaires, et voilà, ça fait aussi partie peut-être d'une sensibilité particulière chez ces patients-là. Notamment, il y a des milliers de livres, à mon avis, sur le lien entre trouble bipolaire et créativité. Donc, il suffit de faire Google et on trouvera plein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup entre trouble bipolaire et créativité. Il semble avoir un lien extrêmement fort. Mais oui, et j'en profite, tu parles de la stigmatisation et ça m'évoque directement la prise en charge de patients
atteints de troubles mentaux ou de maladies mentales dans les services d'urgence, par exemple, parfois. Il suffit que le patient arrive avec dans son traitement un neuroleptique et ça y est, il est catégorisé patient psychiatrique. Et on a presque l'impression que tout ce qu'il pourrait développer comme maladie physique à côté est presque effacé au bénéfice de bah oui, il a des antécédents psy, donc c'est psy. Oui. Et typiquement, c'est dangereux parce qu'on peut aussi, pour le même prix, les oublier dans un box et les laisser sans soin, alors qu'il y a quand même des problèmes d'ordre somatique ou physique qui doivent être pris en charge. Tout à fait, c'est horrible même. Allez, je connais surtout les chiffres pour la schizophrénie, évidemment. Mais dans la population schizophrénique, leur espérance de vie est diminuée de 20 à 30 ans en moyenne. C'est énorme dans une société comme la nôtre, comme les États-Unis, dans des pays bien développés. Il n'y a pas de raison que cette espérance de vie soit tellement diminuer parce qu'on ne meurt pas de la schizophrénie. Évidemment, je ne vais pas nier, on va avoir un petit groupe qui est à risque de faire une tentative de suicide et qui réussira. Ça diminue un peu l'espérance de vie globale, mais l'espérance de vie est en général surtout diminuée par des diagnostics tardifs des maladies somatiques sévères, parce que les patients ne sont pas pris au sérieux. Ils viennent pour la xème fois avec une plainte, et oui, ils somatisent. Il faut savoir, un peu technique, des personnes sous traitement antipsychotique, donc le traitement pour la schizophrénie et les troubles psychotiques, un traitement antipsychotique diminue la sensation de douleur. Donc, si un de mes patients vient avec une douleur vraiment marquée, il faut le prendre encore plus au sérieux en sachant que sa douleur a déjà dépassé beaucoup plus ce que nous on ressentira. Intéressant, c'est la première fois que je l'entends. Mais je pense que ce n'est pas assez connu peut-être, mais c'est important de prendre cela très au sérieux. Et un patient, n'importe qui devrait faire une prise de sang annuelle pour bien faire. La maladie, la médecine préventive fait quand même qu'on veut surveiller l'état de santé général pour éviter qu'on tombe dans des grands problèmes. Mais alors ici on parle d'une population, la population des personnes atteintes de psychose, troubles bipolaires, d'assuétude, sont souvent pas suivies par un généraliste. C'est difficile de trouver un généraliste aujourd'hui, mais en plus des patients qui ne sont pas très ponctuels à leur consulte, ne sont pas toujours les bienvenus, ils changent beaucoup. Aussi, ils ont des petits moyens financiers, donc ils se disent pourquoi devrais-je payer un généraliste en plus s'il faut choisir entre manger et le généraliste, leur choix est fait. Et donc souvent, on trouve les maladies trop tard, et donc leur espérance de vie est moindre. Pendant qu'il n'y a aucune raison, on ne meurt pas d'une maladie psychiatrique. Oui. Merci de le rappeler parce que c'est vraiment un point d'attention énorme pour les soignants, mais aussi, tu sais que je suis avocat et donc j'ai des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont détenues et là c'est encore plus prégnant évidemment. Oui. Alors, question suivante qui va assez bien avec la précédente. Est-ce qu'il est possible de confondre l'existence d'une maladie mentale avec une maladie neurologique ou un dysfonctionnement hormonal? Qu'est-ce que tu en dis de ça? Parce que j'ai des souvenirs de cours et de formations quand je faisais ma spécialisation en psychiatrie où on insistait sur cette différence entre maladie mentale et maladie neurologique, mais en fait, dans la pratique, il me semble que de temps en temps, il y a quand même des confusions, et pas seulement dans le grand public, mais aussi chez les soignants. Tout à fait. Prenons d'abord les maladies neurologiques, pour un peu spécifier. Il y a des pathologies qui sont clairement psychiatriques ou neurologiques. Personne ne va discuter sur la schizophrénie que c'est psychiatrique et que la sclérose en plaques soit neurologique. Ça, c'est très, très, très clair. Mais il y a un overlap, et le DSM renforce encore ce overlap parce qu'ils ont mis certaines maladies neurodégénératives dans ce fameux DSM, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, comme le retard mental. Et donc, du coup, il y a ce overlap sur les deux de qui doit s'en occuper. Et on serait tous d'accord que c'est plutôt le neurologue qui va s'occuper. Et en même temps, parfois, ce sont ces pathologies neurologiques qui ont une représentation clinique parfois proche de la psychiatrie. Les patients avec démence peuvent délirer. Les personnes avec une limite intellectuelle
intellectuels peuvent avoir des convictions un peu particulières qui sont proches du délire, parce qu'ils ne comprennent pas le monde comme tout le monde, et donc ils se font des scénarios qui sont parfois un peu vus comme délirants. À l'époque, on appelait ça la psychose de débilité, c'est un terme qui n'existe plus, mais ça dit bien ce que ça veut dire, qu'ils ont une interprétation de la réalité à leur sauce, vraiment, qui est parfois proche du délire. Et alors, il y a des moments où cette symptomatologie semble tellement prendre le dessus que ces gens-là arrivent quand même en psychiatrie, pas mal sous contrainte quand il y a une crise, et qu'il faut se poser la question, parce que qu'est-ce qu'une personne de 80 ans vient faire dans une unité de psychiatrie, une personne qui n'a jamais eu d'antécédent psychiatrique, et qui tout d'un coup se retrouve en psychiatrie parce qu'elle délire, et elle délire réellement, mais elle délire dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer. C'est triste de les voir dans une unité psychiatrique, et ces gens-là doivent être dans une unité de gérontopsychiatrie ou psychogériatrie pour avoir les bons soins. Donc il y a ce overlap, et le DSM l'aggrave. En dehors de ça, il y a aussi des maladies neurologiques qui commencent par symptomatologie psychiatrique. Peut-être qu'on aurait dû préciser, de revenir un instant sur ce que c'est qu'une pathologie neurologique. Ça veut dire que l'origine du problème est d'ordre cérébral, oui, et purement physique, purement somatique. Oui. Donc c'est une maladie du cerveau ou du système neurologique en soi. Oui. Et les manifestations, les symptômes peuvent être d'allure à maladie mentale, alors qu'elles sont en fait d'origine neurologique. Oui. Juste parce que tout le monde n'est pas familier de ces termes. Mais oui, et donc ça c'est très interpellant, parce que notamment pour les patients qui font l'objet de soins sous contrainte et pour lesquels il y a une première expertise qui est faite, le temps d'expertise est assez court, et donc ça peut manquer de clarté, et il peut y avoir besoin d'examens complémentaires quand on est face à des patients comme ça, parce que, détrompe-moi, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a des tumeurs au cerveau qui peuvent aussi donner des manifestations délirantes ou une agressivité soudaine, alors que la personne avant n'avait aucun problème d'agressivité, d'apprécier tout le monde, et tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore, commence à insulter, à être violente, alors que c'est pas du tout dans ses habitudes. Donc il faut quand même être extrêmement prudent avec tout ça, et d'où la question suivante: comment est-ce qu'on fait pour clarifier un diagnostic avec des examens qui sont parfois de type scanner ou IRM ou d'un autre ordre, quand le patient est agité, délirant, non compliant? Comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire un bilan différentiel, un diagnostic différentiel avec quelqu'un qui est manifestement très agité? Mais souvent, exactement là, la solution est souvent une hospitalisation sous contrainte pour d'abord les calmer, pour pouvoir faire tous ces examens. Il y a aussi une question de jugement clinique sur le moment même, et c'est un petit peu presque au feeling, je vais dire. On a quand même l'expérience comme psychiatre de sentir, est-ce qu'on est vraiment dans la maladie mentale ou est-ce qu'il y a autre chose en dessous. C'est difficile à expliquer, mais c'est ce genre de feeling qu'on peut avoir. Non, aux urgences, on est limité dans nos ressources aussi. On ne peut pas faire un scanner chez tout le monde qui arrive aux urgences. C'est aussi une réalité, agité ou pas. On n'a pas les moyens pour faire tout cela. Donc parfois, c'est vraiment poser un diagnostic le plus probable, mais toujours garder en arrière-tête, ça pourrait être neurologique ou hormonal par ailleurs. Mais même chose, on peut faire une prise de sang, mais on doit attendre certains résultats 24 heures. Et donc, on ne va pas enfermer tout le monde 24 heures dans une unité d'urgence. Et donc, souvent, ça passe alors, si les troubles associés sont trop sévères, ça passe par une hospitalisation volontaire ou sous contrainte en psychiatrie, le temps d'éclaircir les choses. On a régulièrement des phases qui ont une allure de phase maniaque, qui sont en réalité une maladie de Basedow, qui est une hyperthyroïdie flagrante et qui peut donner tout à fait un tableau maniaque. Mais le traitement est tout à fait différent, évidemment. Tu peux redonner le nom de cette maladie? La maladie de Basedow. Ah oui, donc c'est un dysfonctionnement de la thyroïde? Oui, une hyperthyroïdie. Une hyperthyroïdie. Donc elle fonctionne beaucoup trop vite, et donc on a des personnes extrêmement agitées, grandioses parfois, qui n'arrêtent pas de parler. Mais il y a des autres petits symptômes, comme par exemple les yeux qui sont un peu en exophthalmie, donc les yeux qui semblent un peu sortir de leur caisse.
Et c'est des petits symptômes. Maintenant, il y a des personnes qui ont des yeux comme ça, et donc c'est pas toujours une maladie de Basedow, donc c'est vraiment un peu au feeling. Tiens, c'est une maladie rare. Elle n'est pas si rare que cela, je pense, parce que, allez, nous, on en a quand même eu sur 20 ans plusieurs, et ça, ce n'est que ceux qui sont de manière erronée envoyés en psychiatrie. Donc, elle est moins rare que l'hypothyroïdie, qui est bien plus fréquente, mais elle est quand même... Et ça touche plus les hommes ou les femmes? On a une idée? Bonne question, je ne suis pas endocrinologue, donc je n'ai pas vraiment la réponse. En l'occurrence, je pense que tous ceux que moi j'ai vus étaient des femmes, mais je ne sais pas si ça c'est peut-être un hasard. Oui, ok. Alors, puisqu'on est dans la question du diagnostic et des difficultés qu'on a parfois à poser un diagnostic, surtout quand on a un patient qu'on voit intenter et que l'entretien est assez court et parfois dans des conditions très difficiles, comment est-ce que le diagnostic peut être posé chez un patient, par exemple, qui a des manifestations d'ordre psychiatrique, mais dont on pense qu'il a, ou dont on a la certitude qu'il a aussi consommé des psychotropes. Ça peut être des stupes, ça peut être des benzos, ça peut être tout type de produits qui modifient les perceptions. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la consommation? Est-ce qu'on attend que cette consommation soit cuvée, entre guillemets, ou enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on a parfois, même en détention, enfin la détention n'est pas un lieu où on peut dire à 100% qu'il n'y a pas de consommation, bien au contraire. Et donc il y a toujours cet aspect consommation supposée ou avérée. Et comment est-ce que ça vient compliquer ce diagnostic? Mais extrêmement, parce que les abus de substances ne font que s'aggraver. La cocaïne est devenue vraiment de plus en plus présente dans la société. Ces dernières années, le protoxyde d'azote qui a apparu. Et donc, au moment même, il n'y a pas moyen de faire la distinction, sauf si on a une anamnèse des antécédents qui disent que la personne, à chaque fois qu'il prend de la protoxyde d'azote, il est délirant pendant 48 heures, et après 48 heures, il n'y a plus rien. Donc à ce moment-là, par exemple, on sait que c'est 9 chances sur 10 à nouveau induites par les psychotropes. Chez d'autres personnes, c'est moins clair, ou si on a une personne qui n'a jamais présenté quoi que ce soit, mais qui n'a jamais consommé avant, alors ça peut être que la consommation provoque l'apparition d'une maladie mentale. Parce que, surtout dans les états psychotiques, il y a un moment où ça se déclare. Et ça peut être que le psychotrope fait déclarer la maladie qui était là depuis le début. C'est ça. Donc le psychotrope agit alors comme un révélateur de quelque chose qui était dormant, mais qui qu'on était destiné à développer un jour. Et voilà, le fait qu'il se déclare ce jour et pas un an avant ou un an après, ça peut être dû au psychotrope. Donc au moment même, c'est très difficile. C'est le temps qui nous le dira si c'était induit ou pas. Parce que laisser cuver, oui, mais pour certaines substances, il faut quand même un peu de temps. Mais pour des substances qui partent très vite du corps, comme la cocaïne par exemple, il se peut que les effets sur l'organisme persistent encore un petit peu. Et donc, il se peut que la personne reste délirante 4, 5, 6 jours. Et donc, à ce moment-là, c'est en général, dans une unité de psychiatrie qu'on va voir la différence. On va parfois prendre, si on a trop l'impression que c'est induit, on ne va pas traiter avec un antipsychotique par exemple, et on va juste laisser cuver l'organisme pour voir est-ce qu'après 5 jours la personne est toujours délirante ou pas. Donc on prend le temps. Parce que si tu mettais un antipsychotique à ce moment-là, alors tu biaiserais le diagnostic par la suite forcément, puisque du coup il serait déjà traité pour quelque chose de psychotique. Oui. Si après 5 jours il va mieux, qu'est-ce qui a fait l'effet ? Donc parfois il faut mieux laisser quelques jours sans traitement si c'est tenable, ou avec juste un peu de calmant, mais pas avec une antipsychotique, pour vraiment faire part des choses. Oui, c'est vraiment une question complexe, cette question de diagnostic. À t'entendre, on comprend qu'il y a énormément d'éléments en fait, qui peuvent venir compliquer le fait de poser un diagnostic précis, et que même ce diagnostic, s'il est posé un jour, en fait, il est encore amené à évoluer dans le temps, et que donc il ne faut jamais non plus s'enfermer dans une vision de son patient, et que voilà, il faut rester ouvert à l'idée que peut-être ça va changer, que peut-être on s'est trompé, que voilà, que c'est pas une science exacte, et qu'on travaille avec des choses qui sont éminemment subjectives, et que voilà, c'est quand même évolutif, même s'il y a une base scientifique et même s'il y a des critères diagnostiques qui sont précis.
Oui, et surtout que le côté évolutif, ça veut dire aussi qu'on peut développer en cours de route d'autres pathologies ou d'autres symptômes où les choses peuvent changer. Maintenant, une personne avec un trouble bipolaire avéré qui a fait 3 phases maniaques et 4 dépressions dans sa vie ne va sans doute plus changer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ajouter à un certain moment une deuxième pathologie. Il peut développer tout d'un coup une maladie de Parkinson, et donc il faut faire attention de ne pas dire « Ah, mais son tremblement, c'est lié à son traitement ». C'est vrai, les psychotropes font pas mal trembler. Il faut quand même prendre à chaque fois au sérieux et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, la psychiatrie reste toujours par critère d'exclusion. Il faut d'abord exclure tout le reste avant de dire c'est psychiatrie. Tantôt depuis le début, mais aussi plus tard dans l'histoire, une personne se plaint de douleurs sur la poitrine. Oui, ça peut être l'angoisse. Et la première hypothèse sera que ça soit de l'angoisse, mais il faut à la limite à chaque fois faire un EKG. C'est pas un examen cher, c'est pas un examen douloureux ou dangereux, c'est pas des rayons qu'on envoie. Faisons-le. D'autant plus, enfin corrige-moi encore si je me trompe, mais les traitements neuroleptiques qu'on donne aux patients peuvent aussi avoir une incidence sur le tracé électrocardiogramme du patient. Oui. Et donc une surveillance, c'est vraiment pas du luxe en fait. Non, tout à fait. Je pense que les psychiatres doivent rester un peu somaticiens. Je ne vais pas dire que vous voulez de moi à côté de vous quand vous faites un arrêt cardiaque. Là, vous êtes mieux avec une infirmière aux soins intensifs. Mais je pense que pour mes patients que je vois en cabinet, je dois quand même surveiller s'ils ont un généraliste, que le généraliste fait la prise de sang annuelle. EKG, c'est parfois plus difficile de convaincre les patients de voir le sens de cela. Donc, mais voilà, il faut au moins le proposer et dans le cas idéal, les faire. On doit veiller à la santé physique de nos patients. Je trouve ça vraiment très 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 important parce qu'il n'y a pas de raison que nos patients meurent avant leur temps. Oui. Petite précision de vocabulaire, quand tu dis EKG, en français c'est ECG, c'est électrocardiogramme pour les gens qui ne sont pas cardiologues, qui nous écoutent quand même. Mais oui, et alors une fois que ce diagnostic est clarifié, quelles sont les perspectives de traitement? Est-ce que c'est toujours nécessairement un traitement médicamenteux ou est-ce que ça peut être autre chose qu'un traitement médicamenteux, genre une psychothérapie ou d'autres thérapies psychocorporelles? Ou est-ce que le traitement médicamenteux est quand même incontournable, peut-être dans un premier temps, ou thérapie complémentaire? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Mais tout dépend de quelle pathologie, tout d'abord, et du choix du patient. Je pense que, hors contrainte, c'est toujours le patient qui a le dernier mot. Et donc, même si moi je trouve par exemple qu'une personne qui est dépressive aurait du bénéfice d'un traitement, si la personne dit non, moi je veux juste la psychothérapie, on doit la respecter. Maintenant, il y a par exemple des études qui ont démontré que, notamment dans le cas de dépression ou de troubles de personnalité, qu'un traitement par psychothérapie aura eu la même efficacité qu'un traitement médicamenteux, mais évidemment après des longues années. Donc tout dépend un petit peu, est-ce que la personne fonctionne suffisamment bien pour pouvoir attendre ce temps-là, et ça c'est un choix de la personne. C'est aussi un choix d'investissement. C'est pas rien de s'engager dans une psychothérapie au niveau du temps, au niveau de la remise en question. La personne doit avoir les capacités aussi pour cela. Et il doit avoir les moyens financiers. Soyons très honnêtes, aller en psychothérapie est cher. Je regrette que les psychologues ne sont toujours pas remboursés comme les psychiatres finalement, parce qu'ils pourraient dégager beaucoup de temps des psychiatres si les psychologues seraient remboursés de la même façon que les psychiatres. Donc, mais en même temps, un trouble bipolaire franc, un vrai trouble bipolaire, sans stabilisateur de l'humeur, j'en ai pas encore vu beaucoup qui arrivent à fonctionner sans stabilisateur de l'humeur. Donc il y a des pathologies où c'est clairement beaucoup plus organique, où le traitement fait clairement beaucoup plus d'effet que dans d'autres situations. C'est comme la personne qui va arrêter de fumer. Il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer sèchement du jour au lendemain en jetant leur dernier paquet tout bêtement. Il y a d'autres qui ont besoin des patchs dégressifs avec tout un schéma et une guidance. Il y a deux individuels. Oui. C'est en cas par cas. Oui. Après, parfois,
pour entamer une psychothérapie, il y a nécessité quand même d'un petit soutien médicamenteux pour pouvoir permettre une réflexion. Il y a quand même des gens qui sont dans une dépression à ce point profonde que les capacités de réflexion, de jugement sont complètement altérées et que sans un petit support, un petit trigger médicamenteux pour permettre de nouveau au cerveau de fonctionner et de permettre au patient de se concentrer et d'avoir des capacités cognitives qui lui permettent de faire quelque chose de constructif de sa thérapie, c'est nécessaire et c'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on fait pour faire accepter à un patient l'idée d'un traitement quand on pense vraiment et qu'on a l'intime conviction que c'est nécessaire et que le patient est en résistance par rapport à ça? Mais ça dépend un petit peu parce qu'il y a les pathologies psychiatriques où la personne arrive à critiquer et à réfléchir avec, et il y a toutes les pathologies où la personne est dans un autre monde. Là, on est plus dans tout ce qui est psychose et maniaque, une phase maniaque peut être très proche d'une phase psychotique finalement. Alors, dans le premier cas, on peut discuter avec la personne, comme on discute avec n'importe qui, de voilà, ça sera bien, un traitement peut être une béquille, le temps que vous revalidez. C'est une métaphore que j'utilise souvent, que voilà, après une opération, on pourrait revalider sans béquille, mais ça sera plus difficile, plus douloureux, ça prendra peut-être plus de temps parce qu'on n'arrive pas à faire tous les exercices, étant donné avec une béquille, on arrive à mieux faire les exercices, à mieux bouger, à mieux se remuscler plus vite. Et donc, par exemple, pour un antidépresseur, ça peut être exactement l'argument de dire, ok, l'antidépresseur, pas toute votre vie, 6 mois, 1 an, peut-être le temps que vous pouvez vraiment profiter de la psychothérapie, mais vous devez être capable de vous engager dans cette psychothérapie. Étant donné, dans l'autre cas de figure, les personnes qui sont dans une autre réalité, psychose, phase maniaque, mais comme ils sont convaincus de leur état, ils ne vont pas écouter la raison. Et donc là, il faut ce qu'on appelle avec un très beau mot, l'entretien motivationnel, d'essayer de faire naître chez eux une motivation pour quand même prendre un traitement, même si dans leur tête, ils ne vont pas la prendre pour une pathologie, mais par exemple pour mieux dormir, pour être moins anxieux. Et on glisse comme ça un antipsychotique jusqu'au moment qu'ils sont de nouveau capables de critiquer et de dire « mais qu'est-ce que j'ai pensé là ?» C'est ça. Dans un monde idéal. Oui, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, pas tout le monde répond aussi bien au traitement. Il y a des personnes qui ont des délires extrêmement enquistés, donc, mais qui arrivent quand même parfois, malgré ce délire bien enquisté, on arrive quand même à améliorer leur fonctionnement avec un traitement un peu de fond, sans trop taper trop fort, parce que voilà, il faut pas faire des légumes de nos patients, hein. Il faut qu'ils fonctionnent et de travailler vraiment en psychothérapie, parce que c'est aussi une forme de psychothérapie. Tout le monde s'imagine toujours psychothérapie comme la psychanalyse ou la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie systémique, les 3 grands axes, mais se focaliser sur le fonctionnement, ce qu'ils appellent la réhabilitation psychosociale, ça c'est aussi une forme de psychothérapie, de travailler cet axe-là avec les gens. Et de manière très concrète. Oui, parce que quand je t'entends dire qu'on glisse un traitement neuroleptique, les gens qui nous entendent peuvent avoir l'impression que voilà, on discute avec le patient pour essayer de lui faire accepter quelque chose dont il ne veut pas, mais c'est aussi au-delà de ça, je te connais un petit peu et c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de participer à cette interview, parce que je trouve ton approche très très humaine avec tes patients. C'est aussi, au-delà de ça, créer un véritable lien de confiance. Parce que, tu me corrigeras peut-être, mais il me semble que les patients psychotiques, ils ont une espèce de sensibilité exacerbée. Si par exemple tu as un entretien avec eux, parce qu'en tant qu'avocat, on est aussi amené à avoir des entretiens avec eux, parfois seuls dans un bureau, à l'écart de tout le monde, et voilà, on se rend compte que si on est un peu inattentif pendant l'entretien, ils ont tout de suite capté qu'on n'était pas présent et qu'on n'était pas en train de les écouter, et ils te le font remarquer directement. Et donc je pense que voilà, c'est tout un travail aussi, surtout que dans ton service, les patients restent quand même un petit temps, souvent, c'est rare qu'ils partent après 24 heures, ou en tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Oui, voilà. Et c'est un travail tout en finesse, je trouve, d'arriver à créer avec eux une confiance suffisante pour que, même si on n'est pas d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord toujours sur prendre le traitement ou pas, tu arrives quand même à créer un climat de confiance suffisant pour qu'un vrai travail thérapeutique dans son ensemble, pas seulement médicamenteux, mais aussi psychothérapeutique,
puisse s'enclencher, et ça c'est quand même assez irremplaçable. Et c'est pas une question de faire passer une pilule en disant des choses que le patient est capable d'entendre. C'est vraiment un travail beaucoup plus complexe que ça. Tout commence par le lien. Tout commence par le lien. Allez, sans lien, on peut avoir la contrainte, mais ça c'est un cas à part. Mais sans lien à la base, on ne peut pas travailler avec une personne atteinte de psychose, pour moi. Il faut parfois prendre plusieurs entretiens pour créer le lien avant qu'on arrive même au traitement. Évidemment, mon but c'est que mon patient va mieux au plus vite, et donc j'essaye de glisser un peu ce traitement avec tous les arguments de mieux dormir, mais déjà simplement même avec un simple somnifère, mieux dormir est déjà thérapeutique pour une personne en pleine psychose, et surtout pour une personne en pleine phase maniaque. Mais le lien, sans lien, il n'y aura pas de traitement pour moi. Oui, c'est sûr. Hors contrainte. Alors, quand on est parent, cousin, proche, famille, et qu'on se rend compte que quelqu'un est en train de basculer dans quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à identifier, mais qui fait que cette personne n'est tout d'un coup plus celle qu'on connaissait, quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'on fait? À qui on s'adresse? Comment est-ce qu'on approche d'ailleurs quelqu'un qui raconte des choses bizarres pour la première fois de sa vie? Les gens sont souvent très très démunis par rapport à ça. C'est très perturbant et c'est même parfois carrément choquant. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on gère ça? Ça, c'est une question. Ça, c'est pas une question d'une minute. C'est vraiment. Je pense que tout d'abord, il faut éviter le conflit. Il faut éviter d'arriver dans une situation où tout devient conflictuel. Donc, même une personne en plein délire aura encore des points d'accroche dans la réalité sur lesquels on peut se mettre d'accord et sur lesquels on peut discuter. Trouvons ces points, ces sujets-là. Et ces sujets, c'est parfois, ça peut être le foot, ça peut être les feuilletons sur Netflix, ça peut être même notre boisson préférée ou notre endroit de congé préféré. Essayons de trouver des choses sur lesquelles on peut encore rester d'accord. C'est ça que moi je vais faire aussi. Je ne vais pas parler tout le temps de dire oui, vous hallucinez et vous êtes délirant. Non, j'essaye de créer le lien en parlant des choses qui qui font lien entre nous. C'est ça qu'il faut vraiment chercher. Pas aller dans le conflit. Éviter qu'on passe dans les critiques, dans les remarques tout le temps blessant. Oui, t'as à nouveau pas fait ça, t'as à nouveau fait ça, t'as à nouveau fait du bruit cette nuit. D'essayer d'éviter par cela. Et en même temps, quand même rester réaliste, mais poser des questions plus ouvertes. Tiens, on t'a entendu cette nuit, tu n'arrivais pas à dormir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que le généraliste pourrait te donner un petit somnifère pour qu'au moins la nuit tu dors? Est-ce que le généraliste est peut-être la personne de première ligne quand ça commence à ne plus bien aller? Mais vu les délais d'attente chez les psychiatres, forcément, le généraliste peut faire beaucoup, et je pense qu'un généraliste peut aussi s'adresser à un psychiatre déjà par téléphone pour demander un petit conseil. On a des listes d'attente, c'est une réalité, on n'a pas assez de psychiatres, entre autres pour le point que je venais d'évoquer, qu'on traite beaucoup de personnes en psychothérapie qui pourraient peut-être passer chez les psychologues, mais on n'est pas assez et un agenda n'a qu'autant d'heures. Donc un généraliste peut être première ligne, doit être première ligne, souvent je pense, surtout pour une personne qui n'a pas encore d'antécédents, mais ils peuvent quand même aussi contacter un psychiatre, exposer la situation et déjà demander un petit conseil. Que nous arrivons tout doucement à la fin de ce premier épisode. Je pense que ça a déjà balayé un tableau assez général de la maladie mentale et ça donne déjà des réponses à pas mal de questions. Mais ta spécialité, ce sont les troubles psychotiques. Et donc, on se retrouvera dans un prochain épisode pour aborder cette thématique de la psychose, comment on approche quelqu'un qui est atteint d'un trouble psychotique, comment est-ce qu'on est avec lui dans le comportement, parce que les choses peuvent être très vite vécues comme intrusives. On va clôturer sur peut-être une question qui est une question libre et qui serait celle à laquelle tu aurais aimé répondre mais qu'on ne t'a jamais posée. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qui touche à la maladie mentale sur lequel tu aimerais t'exprimer? Là je suis un peu prise au dépourvu. Moi je pense que j'ai évoqué un peu mes points très importants où je suis très sensible, c'est la stigmatisation, les soins somatiques
pour ma population, alors si je peux le dire comme ça sont vraiment des points sur lesquels j'aime bien taper le clou un peu. Et c'est très important, et d'autant plus au vu de certains faits d'actualité qui ont malmené un peu la perception que le grand public peut avoir de la maladie mentale. Et oui, c'est vraiment ce problème de stigmatisation, c'est quelque chose qui doit être battu en brèche. Tout à fait. Eh bien voilà, un grand merci Guerque pour ce premier épisode ensemble, et à très bientôt alors pour aborder cette question vaste et nébuleuse de la psychose. Ok, merci beaucoup.